Qu'est-ce qui se passe vraiment après que vous et l'évitant arrêtez tout contact? Quand le contact se coupe, presque tout le monde pense que l'évitant ressent du soulagement, le silence, l'espace, le contrôle retrouvé. Mais ce n'est que la première couche. Ce qui se passe après n'est pas visible de l'extérieur, pas de message, pas de réaction claire, pas de signes évidents. Et c'est précisément pour ça que beaucoup interprètent mal ce moment. L'erreur, c'est de penser que l'absence fonctionne pour lui comme elle fonctionne pour vous. Parce que quand le lien disparaît sans conflit, sans poursuite et sans explication finale, quelque chose reste ouvert à l'intérieur. Ça ne fait pas mal tout de suite. Ça ne se manifeste pas comme de la nostalgie. Ça n'apparaît pas comme un désir conscient. Ça apparaît comme une tension silencieuse qui ne sait pas comment se refermer. L'évitant ne traite pas la perte au moment de la rupture. Il la traite quand son système cesse de recevoir des stimuli et qu'il est obligé de faire face à la seule chose qu'il ne peut pas éviter, son propre vide non résolu. Et c'est là, pas quand vous partez, mais quand vous n'êtes plus là, que commence quelque chose que presque personne n'imagine. Pendant les premiers jours sans contact, l'évitant vit ce qui ressemble à du calme. Il se concentre sur sa routine, il travaille plus d'heures, il sort avec des amis, il fait du sport, il range son appartement, tout fonctionne comme d'habitude. La distance dont il avait tant besoin existe maintenant, et il n'a plus à gérer les demandes émotionnelles qui le faisaient se sentir piégé. De l'extérieur, il a l'air parfaitement bien. De l'intérieur, il fonctionne en pilote automatique, occupant chaque instant pour ne pas s'arrêter et ressentir quoi que ce soit de précis à votre sujet. Cette phase initiale renforce la conviction qu'il a pris la bonne décision en vous laissant partir. L'évitant ne ressent pas de douleur aiguë parce que la douleur nécessite une connexion émotionnelle active et il vient de se déconnecter. Ce qu'il vit, c'est plutôt une sorte de neutralité qu'il confond avec la paix. Il ne vous manque pas au sens romantique. Il ne consulte pas constamment votre profil. Il ne se demande pas ce que vous faites en ce moment. Son esprit est occupé à maintenir la structure de sa vie, sans interruption émotionnelle. Mais il y a quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de ce calme apparent. Ce n'est pas une résolution, c'est une suspension. L'évitant a mis en pause le traitement émotionnel. Il ne l'a pas terminé. Il est dans un état de déni fonctionnel, où l'absence de contact élimine le stimulus qui déclenche son inconfort, mais n'élimine pas la connexion qui a existé. Cette connexion est archivée, pas effacée. Et pendant qu'il continue sa vie quotidienne, sans penser consciemment à vous, son esprit inconscient enregistre quelque chose d'important. Il n'y a plus de pression. C'est là que l'interprétation commune échoue complètement. Les gens supposent que sans pression, l'évitant passe simplement à autre chose et oublie. Ce serait vrai si la relation avait été superficielle ou s'il n'y avait jamais eu de lien réel. Mais quand il y a eu une connexion authentique, quand vous avez partagé des moments de vraie vulnérabilité, quand il vous a permis de vous rapprocher plus qu'il ne le tolère normalement, cette expérience reste gravée d'une manière qui ne disparaît pas avec le silence. Ce qui se passe, c'est que l'évitant n'accède pas à ses souvenirs de la même façon que vous. Vous pensez à des moments précis, des conversations, la façon dont il vous regardait, ce que ça faisait d'être près de lui. Votre esprit rejoue des scènes complètes. L'esprit de l'évitant ne fonctionne pas comme ça. Il ne s'assoit pas pour se souvenir avec nostalgie. Au contraire, il vit des flashs fragmentés qui apparaissent sans prévenir. Il prépare son café et se souvient soudain que vous preniez le vôtre avec 2 sucres. Il regarde un film et reconnaît une scène que vous avez vue ensemble,
mais il ne se permet pas de s'attarder sur cette pensée. Il entend une chanson au supermarché et ressent quelque chose d'inconfortable dans sa poitrine, sans savoir exactement pourquoi. Ces moments ne sont pas les bienvenus pour lui. Il les évite activement en remplissant son esprit d'autre chose, mais ils continuent d'apparaître. Et chaque fois qu'ils apparaissent, il les repousse vers le bas, les minimise, leur retire de l'importance. Il se dit que ce ne sont que des associations aléatoires, que ça ne signifie rien de réel. Il continue sa journée, il continue de fonctionner, il continue de ne pas vous contacter. Pendant ce temps, vous attendez probablement un signe, un message, un appel, n'importe quelle indication qu'il pense à vous. Et comme rien n'arrive, vous interprétez son silence comme une indifférence totale. Vous pensez que vous ne lui avez jamais vraiment compté, que c'était facile pour lui de vous laisser partir, qu'il vous a déjà oublié et qu'il vit sa meilleure vie sans vous. Cette interprétation semble logique, basée sur les preuves visibles. Zéro communication, zéro tentative de reconnecter, zéro signe de regret. Mais vous mesurez son expérience interne avec vos propres standards externes. Vous supposez que s'il pensait à vous, il agirait comme vous agiriez, que s'il tenait à vous, il ferait ce que vous feriez, que s'il luttait, il le montrerait comme vous le montreriez. Et c'est le piège qui maintient les gens coincés à attendre des comportements qui n'arriveront jamais, parce que l'évitant ne traite pas la perte de manière visible. La phase intermédiaire du non-contact, c'est là que les choses deviennent plus compliquées. Des semaines ont passé, peut être un mois, peut être plus. L'évitant continue de ne pas vous contacter, mais quelque chose a changé intérieurement. Le calme initial commence à se sentir différent. Ce n'est pas la paix, c'est l'engourdissement. Il fonctionne parfaitement bien dans tous les domaines de sa vie, il assure son travail, il maintient ses amitiés, il fait tout ce qu'il faisait avant. Mais il y a une qualité plate dans tout. Les choses qui lui donnaient de la satisfaction ne lui donnent maintenant que de la distraction. Il sort avec d'autres personnes, peut être qu'il commence à fréquenter quelqu'un de nouveau. De l'extérieur, il semble avoir tourné la page rapidement. De l'intérieur, il répète exactement le même schéma qu'il répète toujours. Remplacer une connexion émotionnelle réelle par une activité superficielle. La nouvelle personne ne le fait pas se sentir vulnérable. Elle ne le défie pas émotionnellement. Elle ne demande pas de profondeur. Elle est confortable, facile, sûre, et c'est précisément pour ça qu'elle ne remplit pas l'espace que vous avez laissé. Voici la partie que personne ne vous dit sur l'évitant pendant le non-contact. Il ne vous compare pas consciemment à d'autres personnes. Il ne s'assoit pas pour penser « cette nouvelle personne n'est pas comme elle ». Ce serait trop direct, trop émotionnel, trop vulnérable. Au contraire, ce qu'il vit, c'est une absence de résonance. Les conversations sont agréables, mais ne le touchent pas. L'intimité physique est plaisante, mais ne l'émeut pas. Tout va bien, mais rien ne l'atteint à l'endroit où vous l'atteignez. Et ça le déroute plus que ça ne le fait réfléchir. Parce que de son point de vue, il a fait ce qu'il fallait en s'éloignant. Il a récupéré son autonomie, il a éliminé la pression, il a son espace. Il devrait se sentir mieux, il devrait se sentir libre, il devrait se sentir soulagé de ne plus avoir à gérer les demandes émotionnelles qui le faisaient se sentir piégé. Mais ce qu'il ressent vraiment, c'est une sorte de vide fonctionnel qu'il ne sait ni nommer ni combler. L'évitant ne relie pas ce vide à vous. C'est crucial de comprendre ça. Il ne pense pas « elle me manque, c'est pour ça que je me sens comme ça ». Son esprit ne fait pas ces connexions linéaires. Au contraire, il rationalise le vide comme du stress au travail, de la fatigue, un ennui général avec sa vie, un besoin de nouveaux projets. Il trouve des explications
qui ne nécessite pas d'admettre que quelque chose d'émotionnel se passe. Parce qu'admettre qu'il pense à vous signifierait admettre qu'il avait besoin de vous. Et admettre qu'il avait besoin de vous signifierait reconnaître une dépendance que son système entier est conçu pour rejeter. Alors il continue de ne pas vous contacter. Il continue de se dire qu'il va bien. Il continue de remplir sa vie d'activités et de personnes qui le gardent occupé. Et vous, de votre côté du silence, vous continuez d'interpréter tout ça comme la preuve que vous ne lui avez jamais assez compté. Mais alors quelque chose change. Il n'y a pas de moment précis. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas une révélation soudaine. C'est plutôt une accumulation graduelle de petites fissures dans le récit qu'il se raconte. Il passe devant l'endroit où vous aviez l'habitude de vous retrouver et ressent quelque chose d'inconfortable. Il voit votre série préférée annoncée sur une plateforme et son premier réflexe est de vous le dire. Quelqu'un mentionne quelque chose lié à votre travail et il pense automatiquement à vous avant de se rappeler que vous n'êtes plus en contact. Ces moments deviennent plus fréquents et même s'il continue de ne pas vous contacter, même s'il continue de ne pas se permettre de traiter consciemment ce que vous représentez pour lui, quelque chose change intérieurement. La distance qui lui donnait du soulagement lui donne maintenant une sensation étrange d'incomplétude. Ce n'est pas qu'il pense à vous au sens traditionnel. C'est que votre absence a créé un espace que rien d'autre ne remplit, et cet espace devient de plus en plus notable. Pendant cette phase, l'évitant peut commencer à vivre quelque chose qu'il admet rarement, une solitude authentique. Pas la solitude superficielle de ne pas avoir de plan un samedi soir, mais la solitude profonde d'être entouré de gens et d'activités sans ressentir de connexion réelle avec rien de tout ça. Il peut être au milieu d'une réunion sociale, en train de rire avec des amis et ressentir une distance étrange de tout. Il peut être allongé à côté de quelqu'un de nouveau et sentir qu'il est complètement seul. Il peut accomplir des choses importantes dans son travail et remarquer qu'aucune de ses réalisations ne lui génère la satisfaction qu'il attendait. Cette solitude est différente de tout ce qu'il a ressenti quand vous étiez ensemble. Quand vous étiez en contact, ce qu'il ressentait, c'était de l'accablement, de la pression, la sensation d'être piégé par les attentes émotionnelles. Maintenant, ce qu'il ressent, c'est un type différent d'inconfort. Il n'y a personne qui attend quoi que ce soit de lui, pas de demande, pas de pression pour se connecter. Il a toute la liberté qu'il disait vouloir, et cette liberté se sent de plus en plus vide. Il est important de comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont l'évitant vit ses propres émotions. Il n'a pas de vocabulaire émotionnel développé. Il ne peut pas nommer avec précision ce qu'il ressent. Quand vous ressentez de la tristesse, vous pouvez l'identifier, la traiter, en parler. Quand on lui ressent quelque chose qui ressemble à de la tristesse, il le vit comme de l'irritabilité, de la fatigue, de l'ennui, ou simplement comme je ne sais pas ce qui m'arrive. Il ne relie pas ces états émotionnels à leur vraie cause. Alors quand la solitude apparaît après le non-contact, il ne pense pas « je me sens seul parce qu'elle me manque ». Il pense « tout se sent bizarre ces derniers temps » ou « j'ai besoin de changer quelque chose dans ma vie ». Sans jamais identifier ce qu'il doit exactement changer, cette confusion interne le pousse à faire des choses qui, de l'extérieur, semblent complètement contradictoires. Il peut commencer à faire des changements drastiques dans sa vie, changer de travail, déménager dans une autre ville, rompre avec la nouvelle personne qu'il fréquentait, commencer un nouveau passe-temps intense, réorganiser complètement son appartement. Toutes ces actions sont des tentatives de résoudre l'inconfort qu'il ressent sans avoir à affronter la vraie source de cet inconfort, qu'il a éliminé la connexion qui lui tenait vraiment à cœur parce qu'il ne savait pas comment gérer la vulnérabilité qui venait avec. Et pendant qu'il fait tous ces changements externes, vous ne savez toujours rien de tout ça. Vous voyez toujours juste le silence.
Vous continuez d'interpréter l'absence de contact comme la preuve qu'il a complètement tourné la page. Vous n'avez aucun moyen de savoir qu'il lutte avec quelque chose qu'il ne peut même pas nommer correctement. Vous n'avez aucun moyen de voir que les changements qu'il fait sont des symptômes d'un traitement émotionnel qui ne se traduit jamais en communication directe avec vous. Ce que fait le non-contact, c'est révéler une vérité inconfortable sur l'évitant. Sa capacité à ressentir ne se traduit pas automatiquement en capacité d'agir. Il peut vivre intérieurement toutes sortes d'émotions liées à vous sans que ça ne se transforme jamais en message, en appel ou en vraie tentative de reconnexion. L'écart entre son monde intérieur et ses actions extérieures est si large que vous pourriez passer des mois à imaginer des scénarios complètement incorrects sur ce qu'il vit. Et cette déconnexion entre ressentir et agir, c'est précisément ce qui rend le non-contact avec un évitant si frustrant. Parce que ce n'est pas qu'il ne ressente rien, c'est que ce qu'il ressent reste piégé dans un système qui n'a pas de sortie fonctionnelle. C'est comme s'il y avait un court-circuit entre le cœur et la bouche, entre l'expérience émotionnelle et l'expression émotionnelle. Tout ce qu'il traite intérieurement reste là, tournant en rond, sans jamais trouver une façon de se manifester que vous pourriez voir ou recevoir. C'est là que beaucoup font l'erreur de penser que l'évitant va finalement se réveiller et revenir vous chercher. Ils attendent le grand geste, le message vulnérable, l'admission qu'il a fait une erreur, la déclaration qu'il pense à vous et veut réessayer. Ils attendent une transformation cinématographique où il réalise finalement ce qu'il a perdu et fait tout son possible pour vous récupérer. Ça n'arrive presque jamais, et ce n'est pas parce qu'il ne tient pas à vous, mais parce que l'évitant ne fonctionne pas à partir de ce lieu d'expression émotionnelle directe. Même quand il vit intérieurement quelque chose qui ressemble au regret, sa façon de le manifester est complètement différente de ce que vous attendez. Peut être qu'il vous envoie un message neutre sur quelque chose de complètement trivial. Peut être qu'il réagit à quelque chose que vous avez publié sans rien dire de substantiel. Peut être qu'il apparaît dans un endroit où il sait que vous pourriez être, créant une opportunité de rencontre fortuite qui lui permet de reconnecter sans avoir à être directement vulnérable. Ces actions semblent insignifiantes. Elles semblent être des miettes. Elles semblent insuffisantes comparées à tout ce qui s'est passé entre vous. Et à bien des égards, elles le sont. Mais pour l'évitant, ces petits gestes représentent un niveau de risque émotionnel significatif. Il teste si c'est sûr de s'approcher à nouveau. Il vérifie s'il existe toujours une possibilité de connexion sans qu'elle ne vienne accompagner des demandes qui l'ont fait s'éloigner en premier lieu. La vérité inconfortable, c'est que l'évitant peut passer des mois à traiter intérieurement la perte sans jamais l'extérioriser de façon claire. Il peut penser à vous fréquemment sans jamais agir sur ses pensées. Il peut ressentir profondément votre absence sans jamais vous le communiquer directement. Et il peut vouloir reconnecter sans jamais faire les pas évidents qui démontreraient ce désir. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas un jeu de pouvoir, ce n'est pas une stratégie consciente pour vous garder accroché. C'est simplement comment fonctionne son traitement émotionnel. L'évitant vit ses sentiments de façon fragmentée et retardée. Ce que vous ressentez immédiatement quand le contact se coupe, il le ressent graduellement pendant des semaines ou des mois après. Ce que vous exprimeriez directement, il le garde intérieurement. Ce que vous chercheriez activement, il attend que ça apparaisse passivement. Il existe aussi une autre dimension du non-contact dont on parle rarement. Comment l'évitant gère la possibilité que vous soyez passé à autre chose? Dans les premières semaines, ça ne l'inquiète pas du tout. Il est convaincu qu'il a pris la bonne décision et ne pense pas beaucoup à ce que vous faites ou ressentez. Mais au fil du temps,
Et alors que ces flashs fragmentés de souvenirs deviennent plus fréquents, quelque chose de nouveau commence à apparaître. Une légère anxiété sur le fait de savoir si vous êtes toujours disponible. Ce n'est pas qu'il veuille nécessairement vous contacter, mais il aime savoir qu'il pourrait le faire s'il le voulait. Il aime garder cette option ouverte dans son esprit. Et quand il commence à considérer la possibilité que peut-être vous ne l'attendez plus, que peut-être vous fréquentez quelqu'un d'autre, que peut-être vous ne tenez plus autant à lui qu'avant, quelque chose s'active en lui. Ce n'est pas exactement de la jalousie au sens traditionnel. C'est plus proche d'une perte de contrôle sur la situation. Parce que pendant que vous attendiez un signe de sa part, il fonctionnait sous l'hypothèse inconsciente que vous seriez toujours là s'il décidait de revenir, que le temps n'avait pas d'importance, qu'il pouvait traiter à son rythme sans conséquences réelles. Et quand cette hypothèse est menacée, quand il commence à réaliser qu'il a peut-être perdu sa fenêtre d'opportunité, c'est là qu'il peut finalement agir. Mais même alors, sa façon d'agir reste indirecte. Il ne vous appelle pas pour avoir une conversation honnête sur ce qu'il ressent. Il ne vous écrit pas un message vulnérable admettant qu'il a fait une erreur. Ce qu'il fait, c'est tester le terrain de manière qui lui permette de reculer si les choses deviennent trop émotionnelles. Message décontracté, question superficielle, invitation déguisée en coïncidence. Tout est conçu pour reconnecter sans avoir à admettre qu'il a besoin de vous. Et pendant que tout ça se passe en lui, vous êtes dehors, en train d'interpréter son silence comme la preuve définitive qu'il vous a oublié. Vous utilisez l'absence de communication comme preuve d'absence de sentiment. Vous mesurez son expérience interne par ses actions externes, sans comprendre que pour lui, ces deux choses sont déconnectées d'une façon que vous ne vivrez probablement jamais personnellement. La phase la plus difficile du non-contact pour l'évitant, ce n'est pas le début, quand le soulagement domine. Ce n'est pas non plus le milieu, quand la confusion et l'engourdissement le maintiennent en fonctionnement. C'est quand il doit finalement faire face à la réalité que vous pourriez vraiment être parti pour toujours. Que le silence qu'il a créé a des conséquences permanentes, que son incapacité à communiquer émotionnellement peut lui coûter quelque chose qu'il valorisait vraiment, même s'il n'a jamais su comment le démontrer de manière cohérente. Mais même à cette phase, sa réponse reste caractéristique. Il n'y a pas de grand éveil émotionnel. Il n'y a pas de transformation magique. Il y a une reconnaissance interne inconfortable que quelque chose de précieux a été perdu, combiné à une incapacité fondamentale à faire quelque chose de substantiel à ce sujet. Il peut ressentir du regret sans savoir comment le convertir en action. Il peut reconnaître qu'il a fait une erreur sans avoir les outils émotionnels pour la réparer. Il peut vouloir que les choses soient différentes sans être prêt à faire le travail interne qu'un vrai changement nécessiterait. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment après que vous et l'évitant arrêtez tout contact? Il se passe un processus interne qui est complètement invisible pour vous. Il se passe une lutte entre son besoin de connexion et sa terreur de la dépendance. Il se passe un traitement lent de ce qu'il a perdu sans qu'il ne se permette jamais de le ressentir complètement. Il se passe une série de moments où il pense à vous sans agir sur ses pensées. Il se passe une expérience de vide qu'il ne sait ni nommer ni résoudre. Et la plupart du temps, il ne se passe pas de retour dramatique. Il ne se passe pas d'excuses profondes. Il ne se passe pas de transformation magique où il devient finalement la personne émotionnellement disponible que vous avez toujours voulu qu'il soit. Ce qui se passe, c'est qu'il continue d'être qui il est, traitant la perte à sa manière, à son rythme, avec ses limitations. Ça ne signifie pas que vous devriez l'attendre. Ça ne signifie pas que vous devriez interpréter son silence
comme de l'amour caché. Ça ne signifie pas que vous devriez rester disponible pendant qu'il traite intérieurement quelque chose qu'il ne vous communiquera jamais. Ce que ça signifie, c'est que son silence n'est pas toute l'histoire. Son absence de contact n'est pas la preuve d'une absence de sentiment. Son indifférence apparente n'est pas la réalité complète de son expérience interne. Il traverse quelque chose. Seulement, il le traverse d'une manière qui ne valide pas votre besoin de clarté, qui ne respecte pas votre besoin de communication directe et qui ne satisfait pas votre besoin de savoir que vous lui avez compté. Et c'est précisément la raison pour laquelle le non-contact avec un évitant aboutit rarement au dénouement que vous imaginez. Parce que vous attendez que l'absence le réveille, vous attendez que le silence crée de l'urgence, vous attendez que le temps loin lui fasse réaliser ce qu'il a perdu. Et techniquement, quelque chose de tout ça peut se passer. Mais ça se passe d'une manière si interne, si fragmentée, si déconnectée de l'action, que ça ne se traduit jamais en le type de reconnexion qui ferait que tout en vaille la peine. L'évitant ne revient pas avec de la clarté. Il revient avec de l'ambivalence. Il ne revient pas transformé. Il revient avec les mêmes schémas légèrement plus conscients. Il ne revient pas prêt pour la relation profonde que vous avez toujours voulu. Il revient en voulant tester s'il peut avoir une connexion sans se sentir piégé à nouveau. Et si vous retournez dans cette dynamique sans que rien de fondamental n'ait changé, vous finirez exactement où vous avez commencé, sentant que vous devez vous éloigner encore pour voir s'il se réveille finalement. La partie qui n'est pas ce que vous imaginez, c'est celle-ci. Le non-contact ne le change pas. Ce qui change, c'est votre clarté sur ce dont vous avez vraiment besoin et s'il peut vous le donner. Le silence ne le fait pas grandir émotionnellement. Ce qui vous fait grandir, vous, c'est d'utiliser ce temps pour comprendre que la vraie connexion nécessite une présence cohérente, une communication directe et une volonté de traverser l'inconfort émotionnel. Des choses que l'évitant ne peut pas donner sans un travail profond que la plupart ne sont pas prêts à faire. Alors oui, il se passe quelque chose après le non-contact, mais ce n'est pas la transformation que vous espériez en lui. C'est la transformation que vous pouvez choisir pour vous-même. C'est la décision d'arrêter d'attendre que quelqu'un traite ses émotions de la façon dont vous en avez besoin pour vous sentir valorisé. C'est la compréhension que l'amour qui nécessite l'absence pour être reconnu n'est pas le type d'amour qui soutient une relation saine. Et c'est la vérité que presque personne ne veut entendre quand il coupe le contact avec un évitant. Que le but du silence n'est pas de le faire revenir, c'est de vous donner l'espace pour voir clairement ce qui se passait vraiment quand vous étiez ensemble. C'est de vous permettre de ressentir la différence entre la connexion intermittente qu'il offrait et la connexion cohérente que vous méritez. C'est de créer assez de distance pour que vous puissiez finalement vous poser la question la plus importante. Est-ce que vous voulez vraiment revenir à ça? Parce qu'il peut penser à vous sans changer. Il peut avoir des pensées pour vous sans agir. Il peut ressentir votre absence sans faire le travail nécessaire pour être vraiment présent. Et vous pouvez passer des mois à attendre des signes qui n'arriveront jamais de la façon dont vous en avez besoin, interprétant des miettes comme du progrès, vous convainquant que son silence signifie quelque chose de profond, alors qu'en réalité, ça signifie juste qu'il reste exactement qui il a toujours été. Ce qui se passe après le non-contact n'est pas ce que vous imaginez, parce que vous imaginez une fin, vous imaginez une résolution, vous imaginez que le temps et la distance créeront de la clarté pour vous deux, et peut être que ça crée de la clarté pour vous. Mais pour lui, ça ne crée que plus de la même chose. Évitement émotionnel déguisé en indépendance, peur de l'intimité rationalisée comme besoin d'espace, incapacité à se connecter profondément justifiée comme préférence pour l'autonomie. Alors,
Utilisez ce temps pour décider quel type de relation vous voulez vraiment, pas la version idéalisée où il change finalement, la version réelle où quelqu'un choisit de se montrer de façon cohérente, de communiquer clairement et de traverser les moments difficiles sans disparaître. Parce que c'est ce que vous méritez, et c'est exactement ce que l'évitant, peu importe combien il pense à vous en silence, ne pourra probablement jamais vous donner. Si cette vidéo vous a aidé à voir le non-contact d'une perspective différente, laissez-moi un commentaire en me racontant depuis combien de temps vous êtes sans contact et ce que vous avez remarqué pendant cette période. Mettez un like si quelque chose a résonné en vous et abonnez-vous pour plus de contenu sur les relations et les schémas d'attachement qui vous aideront à prendre des décisions plus claires sur votre vie amoureuse. Merci d'avoir regardé.